Salut à tous, ici Théo pour la chaîne Docs. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence il y a 7000 ans. À la fin de l'ère glaciaire, des torrents de glace fondue traversent l'Amérique jusqu'au golfe du Mexique pour créer le fleuve Mississippi. Les sédiments accumulés sur ses bords donnent naissance à une vaste terre boueuse qui deviendra la Louisiane. Quelques millénaires plus tard, au XVIe siècle, des colons français vont faire le pari risqué de s'installer sur cette terre. C'est ainsi que naîtra la ville de Nouvelle-Orléans, où je me trouve actuellement. La ville a la particularité d'être complètement entourée par l'eau. Le lac Pontchartrain au nord, le lac Borgne à l'est, le Mississippi au sud et des hectares de marais tout alentour. Mais l'eau ne s'arrête pas à ces rives. Elle déborde et s'infiltre partout. Dans l'effondrement de ses sols, dans l'humidité de l'air, ou dans les nombreux tuyaux et pipelines qui déforment le paysage urbain. L'eau est partout et le combat pour rester au sec est permanent. C'est un combat qui dure maintenant depuis plus de 300 ans et prend sa source dans un choix fondateur, celui de Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville, qu'on abrégera par Bienville pour gagner un peu de temps. Bienville est un colon et explorateur français né à Montréal. À seulement 17 ans, il part explorer le delta du Mississippi avec son frère Iberville. Il sera ensuite nommé gouverneur au moment où se pose la question de choisir une capitale pour la Louisiane. À l'époque, la Nouvelle-Orléans n'est qu'un méandre marécageux du Mississippi. Mais ce méandre possède un avantage notoire. Il permet de relier le Mississippi et le lac Pontchartrain à travers un petit rivulet qu'on appelle le Bayou St. John. Cette voie fluviale, empruntée par les Indiens, permet d'éviter aux navires en provenance de l'Atlantique d'avoir à remonter à contre-courant le turbulent delta du Mississippi. C'est ainsi qu'en 1718, ce marais boueux va devenir la capitale d'un des plus vastes territoire du royaume, la Louisiane. Pas mal, hein? Dans sa décision, Bienville privilégie la situation géographique et économique de la ville, en dépit de sa situation géologique instable. C'est dans cette décision que s'ancre le destin à la fois triomphant et tragique de la ville. Elle inaugure dans le même temps l'une des plus grandes entreprises de manipulation de la nature par l'homme, garder la Nouvelle-Orléans hors de l'eau. Chaque année au printemps, l'eau du fleuve déborde. Par un phénomène d'alluvionnement, ces débordements vont déposer des sédiments sur ses bords et créer des digues naturelles. C'est sur ces digues naturelles que le centre historique, le quartier français, va être érigé. Pendant près de 300 ans, l'objectif des habitants sera de contraindre le fleuve pour éviter les inondations. À peine arrivé, Bienville y fait construire la première digue artificielle par-dessus les digues naturelles. À l'époque, la responsabilité de l'entretien des digues, elle est donnée aux propriétaires terriens. Le problème, c'est qu'il suffit qu'il y ait un seul propriétaire qui s'occupe mal de sa digue et tout le système est foutu en l'air. C'est ce qui va se passer en 1848 avec l'inondation de la crevasse Sauvé. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement va se dire qu'il faudrait peut-être essayer de centraliser les décisions en ce qui concerne l'entretien de la digue. Le gouvernement finance alors une étude et deux théories vont s'opposer. D'un côté, il y a celle de Charles Hélète. Pour lui, les digues sont inefficaces. Elles restreignent la capacité du fleuve à s'étendre, elles accélèrent son flux et augmentent son niveau. Sa solution, ça va être d'élargir le delta pour ralentir l'écoulement du fleuve pendant la montée des eaux. De l'autre côté, on a la théorie d'Andrew Atkinson Humphrey, construire plus de digues. Et c'est cette solution qui sera choisie. La construction des digues explose. On remplace les vieilles digues en bois par près de 15 millions de mètres cubes de terre qui viennent écraser le fleuve dans son sillon. Ça fonctionne dans une certaine mesure, ça rassure les habitants et ça finit par venir à bout des inondations occasionnelles. Si les digues empêchent les eaux fluviales de rentrer dans la ville, elles empêchent aussi par le même mouvement les eaux pluviales de cette zone tropicale du monde d'en sortir. C'est donc à ce nouveau problème que les ingénieurs de Nouvelle-Orléans vont être confrontés.
évacuer l'eau à l'extérieur de la ville. Quand la ville est inondée, l'eau se dirige naturellement vers le nord, dans le lac Pontchartrain. Ces écoulements d'eau de pluie vont créer une intense végétation et plusieurs hectares de marais d'eau stagnante. C'est dans ces marais que se développe une variété de maladies rares, comme la malaria ou la fièvre jaune. Ces maladies seront ensuite disséminées dans toute la ville par des nuées de moustiques. La situation sanitaire est désastreuse, les bacs swamps empêchent l'expansion de la ville et terrorisent la population. Commence alors une grande entreprise de drainage des marais. On va créer le 17th Street Canal, l'Orleans Avenue Canal et le London Avenue Canal. Le système d'évacuation est simple. L'eau de pluie est récupérée par des gouttières. Elle est ensuite redirigée à travers un système de tuyauterie souterrain qui mène à une première pompe. Cette pompe, elle va extraire l'eau du sol en direction des canals. Une nouvelle pompe réceptionne l'eau et la redistribue dans les canals. L'eau traverse ensuite les canals pour finalement être envoyée dans le lac Pontchartrain. Le paysage urbain est radicalement transformé. Une salubrité nouvelle apparaît dans la ville et les swamps sont remplacés par des suburbs. Les pompes et canals qui étaient d'abord cachés derrière la ville sont maintenant au centre de son expansion. Les moustiques et les maladies disparaissent et le développement résidentiel de la ville explose. Apparaissent alors de nouveaux quartiers, comme celui de Lakeview ou de Gentilly, qui seront même desservis par un nouveau système de tramway. Malheureusement, cette entreprise de drainage va avoir des conséquences irrévocables sur les sols de la ville. En absorbant l'eau, le sol s'assèche et se retrouve privé de sa matière organique. Des poches d'air se créent et le sol s'effondre à l'intérieur. C'est le phénomène qu'on appelle la subsidence. La ville s'enfonce sur elle-même, ce qui la rend encore plus sensible au danger des inondations. Et plus on pompe, plus on s'enfonce de manière irréversible en dessous du niveau de la mer. Au matin du 29 août 2005, porté par les vents violents de Katrina, le lac Pontchartrain s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les murs anti-inondation du London Avenue Canal qui le séparent de la ville se fracturent sur plus de 10 mètres. Un torrent d'eau et de sable ensevelit les maisons du quartier de Gentilly jusqu'au toit en seulement quelques minutes. Au même moment, les murs du 17th Street Canal cèdent à leur tour, submergeant la partie ouest de la ville. Sur plus de 500 km de digues, 150 sont endommagés. Totalement saturés et sans électricité, les pompes sont incapables d'évacuer. Le niveau de l'eau va continuer de monter jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau du lac. 80% de la ville est inondée en quelques heures. On comptera des milliers de morts, plusieurs centaines de disparus et des dégâts matériels estimés à plus d'1 milliard de dollars. Katrina reste aujourd'hui l'ouragan le plus mortel des États-Unis depuis 1928. L'événement est reconnu comme l'une des plus grandes catastrophes d'ingénierie au monde. Le gouvernement et sa négligence vis-à-vis de l'entretien des lévees et des pompes est en grande partie responsable. Ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo, c'est qu'on peut remonter la source de Katrina bien plus en amont. C'est dans ce premier choix de Bienville qu'on retrouve à la fois l'essor de Nouvelle-Orléans et son écroulement dans l'eau et la boue. En 1718, il voit dans cette voie maritime entre le lac Pontchartrain et le golfe du Mexique un passage idéal pour faire rentrer la prospérité dans la ville. Mais le 29 août 2005, c'est ce même passage qu'empruntent les courants d'eau qui submergeront New Orleans. Entre ces deux dates, c'est des kilomètres de digues, c'est tous les litres d'eau pompés et drainés pour garder la ville sèche qui auront creusé les sols sur lesquels elle s'est bâtie. La subsidence aura transformé irréversiblement la topographie naturelle du territoire. L'essor de la Nouvelle-Orléans l'aura aussi enfoncé à son plus bas, à quelques 5 mètres en dessous du niveau de la mer, invitant les torrents à rentrer dans la ville et à ravager 300 ans de lutte contre l'eau.